notre bulletin de nouvelles en ce mardi 11 janvier 2022. Alors en manchette aujourd'hui, ouverture de la période de candidature pour Québec solidaire. Québec solidaire lance un appel de candidature afin de déterminer la prochaine personne qui les représentera dans la circonspection de Berthier. Si vous partagez les valeurs de ce parti politique et que vous y êtes membre depuis au moins 30 jours, vous avez jusqu'au 9 février 2022 pour déposer votre candidature. Pour faire valider celle-ci, vous devez remplir 3 documents nécessaires. Ceux-ci sont accessibles sur la centrale ou par courriel en pièce jointe. Vous devez lire soigneusement la politique d'investiture dans tous les détails. De plus, il vous faut envoyer votre CV et lettre d'intro, une photo haute résolution et un texte de 250 mots qui aura pour but d'être publié pour la présentation des candidatures, le tout par envoi courriel à investiture.berthier@québecsolidaire.net. Je répète, investiture au pluriel, .berthier@québecsolidaire.net. N'hésitez donc pas à contacter ce site si vous avez des questions supplémentaires. Par ailleurs, CTRB a appris de sources sûres que Mme Amélie Drainville de l'île du Pas, femme très impliquée dans son milieu et figure très connue au poste de télécommunautaire de Berthierville en tant que journaliste et animatrice, sera candidate à l'investiture. Nous attendons l'émission d'un communiqué de presse pour confirmer le tout. Et maintenant, écoutons M. Alain Bellumeur à propos du budget de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2022. Évidemment, lorsqu'on adopte le budget, on adopte aussi le plan triennal des immobilisations à Saint-Ignace. Ce plan pour les années 2022, 2023 et 2024 a été présenté lors de l'Assemblée spéciale du 21 décembre par la directrice générale Mélanie Mercier. On écoute son résumé. Divers projets ont été retenus par les membres du Conseil. Entre autres, les travaux de ponceau. Plusieurs ponceaux seront changés sur le territoire de la municipalité aux endroits suivants. Il y a la courbe dans le S Saint-Joseph et Rive-Boisée, Saint-Luc, Saint-Michel, Saint-Isidore, à l'intersection de Saint-Joseph et Rive-Boisée pour un montant de 15 000 $. Les bandes riveraines, la municipalité prévoit une réfection de 50 mètres des bandes riveraines selon les priorités du territoire, un montant de 10 800 $. Les inondations, il y a un montant de 2 500 $ qui a été mis au budget, qui prévoit pour les sacs de sable, si le besoin, on ne le souhaite pas, mais si jamais que le besoin se présente, on a quand même un montant alloué au budget. Immobilisation, eau et l'égout. Le conseil municipal a pris la décision lors de l'utilisation de la rue Jeannette de procéder immédiatement aux entrées du système ProStep et du réseau d'aqueduc sur certains terrains actuellement vacants. Il y a donc un montant négatif dans ce budget car ce sont des sommes à recevoir des citoyens qui leur seront facturées lorsqu'ils demanderont leur permis de construction. Donc, il reste un montant de 9 700 $ à recevoir. Centre multifonctionnel. Les plans et devis sont terminés à 90 %. Nous les avons reçus aujourd'hui. La municipalité a reçu les estimations pour évaluer les coûts suite aux décisions prises pour les plans et devis. Les travaux débuteront en 2022. Présentement, il y a 87 623 $ qui a été dépensé pour le centre multifonctionnel pour les plans, pour l'architecte. Au niveau de l'architecte, entre autres, l'archéologie et l'avancement du projet. Prolongement de l'aqueduc, la rue de l'Église, le montant affecté pour rembourser le 5 % de retenue des travaux qui ont été faits cette année, qui est de l'ordre de 4 441 $. Remboursement Saint-Pierre, donc les travaux qui ont été faits cette année. Saint-Isidore. Saint-Isidore, oui, le rehaussement de Saint-Isidore. Il y a un 5 % qui a également été retenu qui va être payé l'année prochaine, 20 715 $. Le conteneur du garage, il reste dans le fond la finition à terminer cette année, la finition extérieure, il y a un montant de 6 000 $. Fossé Saint-Luc, un montant de 15 000 $ qui a été budgété pour la réfection du fossé Saint-Luc du côté est, puisqu'on a fait le côté ouest cette année. Terrain pick-up-ball, suite à la demande de plusieurs citoyens, le terrain de tennis sera modifié afin de permettre à ce qu'on puisse pratiquer le tennis et le pick-up-ball simultanément. Donc, le coût pour la réfection, c'est de 15 500 $. Toutefois, ce projet
peut être subventionnée. Une partie sera, 60% sera subventionnée par le parc rural. Un montant de 4 705 $, soit 20%, sera puisé dans le fonds de parc et terrain de jeu. Et la municipalité investira 1 495 $ afin de combler le 20% manquant à la dépense. La scène mobile, c'est un projet subventionnable par le programme des Nouveaux Horizons pour les années. La demande a été envoyée. C'est une demande de 25 000 $ pour qu'on puisse avoir une scène mobile, un projecteur ou une toile, tout simplement. Nous attendons la réponse à cet effet. La réfection et drainage Casobon, aussi subventionné à 100% par le programme TEP, la municipalité procédera à la réfection d'une partie de la rue Casobon, qui installera un drain de 6 pouces en bordure du chemin, 125 430 $. C'est pour le programme TEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec. La réfection du rang Saint-François, une partie du rang Saint-François, environ 50 mètres, pour rehausser une partie du début du rang Saint-François, afin que ce soit plus sécuritaire lorsqu'on veut prendre le pont ou entrer sur le territoire, au montant de 54 326. C'est un projet qui est subventionné par la TEC également. Fonds de réserve véhicules. Ce fonds a été créé en 2020 afin de procéder à des achats futurs des véhicules. Et dans le fond, en 2020, il y a eu un montant de 6 256, en 2021, le même montant. Et cette année, un 18 000 $, ce qui fait en sorte que le compte va être rendu à 30 512 $ en fonds de réserve, ou 30 512 $ pour le fonds de réserve pour un prochain véhicule. Donc, au budget, il y a 18 000 $ qui a été alloué pour le fonds de réserve. Réfection du rang Saint-Pierre, la municipalité a reçu la réponse positive, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le RIL, qui est une subvention de 75 %. Donc, la subvention est de 1 139 621 $. La municipalité, c'est un montant de 379 874 qui sera déboursé avec un règlement d'emprunt en 2023. Puis pour ce programme-là, c'est 1 100 000 qu'on va recevoir. C'est que c'est des chemins qui sont cotés 1 et 2. Donc, nous autres ici, on avait le rang Saint-Isidore, le chemin de traverse à Saint-Luc, mais comme on l'avait fait l'année d'avant, quand le programme est sorti, bien, il était déjà fait. Là, le seul chemin qui nous restait, c'était tout le rang Saint-Pierre sur 3,7 km. Donc, on a fait faire des plans de devis, on a envoyé ça. Ça faisait à peu près 1 an et demi qu'on attendait après, parce qu'à tous les ans, le gouvernement, il y a à peu près 55 ou 60 millions qu'il met dedans. Puis, un coup que les 60 millions est dépensé, ça va dans l'année suivante. C'est pour ça qu'on a ces montants-là pour la réflexion du rang Saint-Pierre à Beauvais. Donc, présentement, il ne sera pas taxé en 2022, mais bien en 2023, le temps qu'on comptabilise toutes les dépenses et qu'on puisse finaliser le règlement d'emprunt. Pour le projet triennal d'immobilisation, le PTI, alors plusieurs projets sont inscrits. Entre autres, la démolition de l'église et construction de la salle multifonctionnelle à 60% par le RICIN, avec pour un maximum de 3 millions en subvention. Et il y a également une partie de la TEC qui sera prise pour ce budget-là. Aménagement du stationnement de la nouvelle salle communautaire, un montant de 119 589 provenant du Brabant. Travaux de redressement d'infrastructures rurales durant Saint-Pierre, que je vous ai parlé tout à l'heure à 75%, la réfection d'une partie du Saint-François, la réfection de Casobon, la vidange des boues, un achat d'un module de skatepark. C'est un projet qui a été mis de l'avant. On est en attente d'une subvention d'un montant maximum de 100 000 $ provenant du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Une partie du parc rural sera puisée pour le financement et dans le fonds de parc et terrain de jeu, de façon à ce que ce projet ne coûte rien à la municipalité de Saint-Ignace. Achat d'une scène mobile et projecteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le programme de Nouveaux Horizons. On attend les réponses de la subvention. Aménager le terrain de tennis en pickleball, comme je l'ai expliqué. L'achat d'un dôme qui sera installé à la patinoire. Ce projet-là est également en attente d'une subvention provenant du Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec, 75% financé, et le 25% sera la contribution municipale. Remplacer le panneau de contrôle de la station de pompage se trouvant au 86A La Forêt en 2023. Remplacer la mécanique et la pompe et les pompes, les stations de pompage, les panneaux de contrôle à la station de pompage de la rue de l'École en 2023. Et acheter une remorque plateforme qui sera financée à l'aide du fonds de réserve pour les véhicules. Donc, ce sont les projets qui ont été retenus. Il se peut qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent, mais c'est ceux-là qui ont retenu l'attention du Conseil. Parlons maintenant de Saint-Ignace de Loyola. Il y a eu l'assemblée du budget, c'était le 21 décembre.
On résume le budget 2022, un budget de 2 762 710 a été adopté. C'est 13 de hausse par rapport au budget précédent. Donc, ça prévoit autant de revenus que de dépenses. Au niveau de la taxation, il y a cependant une hausse. La moyenne, donc, on parle de 6,72 d'augmentation, environ 4 cents du 100 $. On parle au niveau de la taxe foncière générale. Il y a une augmentation de 7,21 la taxe de la Sûreté du Québec, 1,57 de hausse. La taxe service incendie de 5,15 ce qui fait une moyenne pour la taxe générale, taxe foncière générale, d'une hausse de 6,72 Elle passe donc de 59 sous,7 à 63 sous,7 du 100 $ d'évaluation. Fait que c'était adopté ce budget-là et ce taux de taxation à Saint-Ignace de Loyola le 21 décembre lors d'une assemblée spéciale. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Poursuivons maintenant politique fédérale. Évidemment, fin décembre, on a rencontré le député du comté, Yves Perron, pour son bilan de l'année 2021. Une année évidemment spéciale en raison de la COVID. Dans une première partie de ce bilan, on va vous présenter, on va parler avec M. Perron de la session au Parlement qui a été écourtée, évidemment en raison de la pandémie, mais aussi en lien avec cette pandémie-là, d'achat local, l'importance de l'achat local dans un moment aussi critique qu'on vient de vivre lors de la dernière année. On écoute le député de Berthier, Masquinongé. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas fait notre affaire, entre autres l'élection déclenchée à la mi-août, alors que le Parlement fonctionnait très bien et qu'il n'y avait aucune raison d'aller en élection, mis à part que le Parti libéral voulait contrôler les décisions. Résultat, on a le même Parlement qu'avant, mais on est 6 mois plus tard et les dossiers n'ont pas avancé. Et nous, ce qu'on dénonce beaucoup, c'est le délai qu'il y a eu, là, je pense que c'est 62 jours entre le jour de l'élection et le moment où on était rappelé en Chambre. Ça donne le signal d'un Parlement qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas faire avancer les dossiers. Déjà que le fédéral ne bouge pas vite, il faudrait peut-être mettre le temps qu'on peut pour le faire bouger rapidement. Donc ça, c'est clairement, c'est une insatisfaction. Mais malgré la courte session, on a quand même réussi, je pense, à faire notre marque, comme d'habitude, en étant une opposition intelligente, constructive. On arrive là, on n'est pas juste là pour chialer, on arrive là avec des solutions, on réfléchit aux enjeux, on arrive avec des propositions, puis on est là pour faire adopter des projets de loi. Un gouvernement minoritaire doit faire des compromis avec l'opposition. Et je pense qu'on peut être le partenaire le plus intéressant pour le Parti libéral là, pour faire avancer les choses. C'est sûr, on a dit il y a eu l'élection, 60 quelques jours là, sans que vous ayez au Parlement. Mais dans l'année entière, il n'y a pas eu beaucoup j'imagine, de voyages entre Berthier, Masquinongé et Ottawa là, pour les députés. Bien, quand même, parce que considérant le dossier que je gère, qui est agriculture agroalimentaire, qui est quand même un dossier important, j'ai été appelé quand même plusieurs fois à aller au Parlement, mais on n'était pas beaucoup au Parlement dans la dernière année. Là. Souvent, on était 3.
sur 32, là, donc 10% des députés ou à peu près, avec toutes les précautions. On a siégé beaucoup de façon hybride comme on le fait maintenant. Je suis bien désolé de ça d'ailleurs. J'aime bien mieux aller vous voir en personne, mais ça a l'air qu'à 5000 cas par jour, on n'a pas le choix, là. Faut qu'on donne l'exemple aussi. Fait que bon, on fait notre effort de guerre. Mais non, j'ai quand même été chanceux d'y aller assez souvent, mais clairement pas comme en temps normal. Là, la session de l'automne, on était présent de façon plus importante avant la panique du nouveau variant Omicron. Là. Les choses allaient quand même bien. Nous, on pensait même qu'on pourrait faire une session complète en présentiel, mais là, c'était sans compter l'explosion de cas. Donc, le mode virtuel sera de vigueur, je pense, encore au mois de janvier. Là. Dans le dossier de la pandémie, évidemment, on a parlé beaucoup d'achats local. Ça, à tous les domaines, on a dit, bon, ben, profitons-en peut-être pour aller encourager le voisin, le commerce au coin de la rue, dans notre municipalité, dans notre comté, tout ça. Mais au niveau local, je pense que ce que vous pensez, c'est que le gouvernement fédéral, entre autres au niveau de l'achat des masques, aurait pu être, je pense, beaucoup plus actif là, pour encourager localement, entre autres, parce que je pense qu'il y a une entreprise Absolument. En fait, du comté. Là. Il y a une entreprise même du absolument. comté, En c'est fait, ça. oui, vous avez raison. En fait, on parle du gouvernement fédéral, mais il y a eu des problématiques avec Québec également. Hein. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans, là, avec les règles de plus bas soumissionnaire. Quand on se ramasse à la Chambre des communes, on rentre à la Chambre des communes, il y a des masques en papier qui sont disponibles un peu partout. On prend ça, on ne regarde pas nécessairement toute la boîte, on apprend que ça vient de la Chine. Alors que ici, à Louisville, il y a les entreprises Prémont qui font les masques U-Masques. Ce sont les masques, dans le fond, qui ont su se démarquer. Ils ne faisaient pas de masques, eux autres, avant la pandémie. Là. Ils se sont adaptés, ils ont développé un produit révolutionnaire. Le produit avec le sourire, là, qui est visible, c'est eux autres, mais ils font aussi des masques de tissu ou des masques de papier standard. Mais c'est une très grande qualité de masque et c'est un prix très compétitif. Puis à un moment donné, il faut arrêter aussi de regarder juste le prix d'achat. J'ai ce discours-là, vous l'avez bien dit dans votre introduction, j'ai ce discours-là à longueur d'année, de regarder là, la fraise, ça vient de Californie, bien Christy, elle a traversé le continent. Il y a une empreinte écologique à ça aussi, puis elle va être pas mal moins bonne que ta fraise du Québec. C'est le même principe. Le masque, premièrement, la qualité est nettement supérieure, ils sont beaucoup plus confortables, on respire très bien, et en plus, le prix est à peu près le même. Puis là, quand on passe au transport de la Chine à ici, et au contrôle des normes aussi, hein, c'est pas la première fois qu'on pose la question, est-ce que la qualité d'un produit chinois va être équivalente à la qualité d'un produit québécois? Ben, je m'excuse, j'ai rien contre les produits, contre les gens de la Chine, là, mais je pense qu'au Québec, on fait un travail de grande qualité. Puis la première responsabilité des gouvernements et des élus, c'est de donner l'exemple. Puis quand on prêche de faire de l'achat local à longueur de semaine, puis quand on se retourne de bord, on commande des masques de Chine, c'est pas choquant, c'est révoltant. Et en ligne avec ça, la ville de Louisville, où se trouve l'entreprise, a adopté une résolution demandant au gouvernement de changer leurs habitudes. Et suite à ça, moi j'ai voulu pousser la chose plus loin. J'ai amené ça au Parlement fédéral et dans mon parti et j'ai suggéré qu'on dépose aussi une motion unanime à la Chambre des communes. Et c'est ma collègue qui est la porte-parole au dossier approvisionnement, donc les achats du gouvernement. Vous savez qu'on fonctionne par dossier, par responsabilité. Donc, c'est elle qui a proposé la motion en Chambre et ça a été adopté. La motion, le texte, ça dit qu'à partir du mois de janvier, nous autres, les parlementaires, on s'attend à avoir des masques qui sont produits localement dans la Chambre des communes. C'est un non-sens total, là. Fait que ça va être de quoi à suivre en début d'année. Exact. C'est un dossier, c'est drôle parce que c'est pointu vu que ça touche une entreprise, entre autres, de notre comté, mais c'est quand même, ça démontre que ça pourrait être appliqué plus largement aussi dans d'autres domaines. Puis il faut être cohérent dans nos discours. Puis, en tout cas, c'est quand même nos taxes et nos impôts qui achètent ces produits-là. Hein. On peut-tu demander que quand on est capable d'acheter quelque chose à côté de chez nous, on le fasse? Ouais. La réponse est simple. Dans les derniers jours aussi, il y a eu une réélection à titre de vice-président du comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
On a dit qu'il y avait eu beaucoup de travail dans la dernière année là-dessus, mais évidemment, la pandémie vient freiner plein de choses. Fait que de poursuivre ce travail-là, je pense que ça doit être satisfaisant pour le député de Berthier-Masquinongé. Ben absolument. Moi, vous savez que c'est un dossier que je voulais avoir déjà au départ en 2019 là, quand je l'ai obtenu. Fait que c'est sûr que je voulais le poursuivre parce qu'on a à peine commencé le travail. On s'est fait déclencher une élection après à peine 20 mois de mandat. Donc, il y a plein de dossiers qui n'étaient pas terminés. Entre autres, la loi sur la protection de la gestion de l'offre que j'avais menée de front, là, qui était pratiquement adoptée avant le déclenchement de l'élection. On va recommencer ça parce que c'est important de protéger notre mode d'occupation des terres. Il y a des enjeux très importants de main-d'œuvre. Je parle dans le cadre de l'agroalimentaire et de l'agriculture, mais dans tous les domaines, c'est extrêmement urgent. Les main-d'œuvre, entre autres, dans le domaine agricole, agroalimentaire, Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 2 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Albert Bergeron, époux de Denise Massé, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Joanne, Guylaine, Diane et Maryse Bergeron, ainsi que leurs conjoints et conjointes. Et ses 7 petits-enfants, Joanie, Olivier, Louis-Pierre, David, Jonathan, Maggie, Alice et leurs conjoints. Et aussi ses 2 arrière-petites-filles, Audrey-Anne et Béatrice, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère, Fleurette et Denise Bergeron, Annette et Régent Massé, Marielle Lacombe et ainsi que leur conjoint, Rita Massé, Jean-Pierre Chartrand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD, Alphonse Rondeau, pour les bons soins apportés à leur père. En raison de mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé de reporter les cérémonies à une date ultérieure. Alors, vous avez juste à consulter le site Internet pour tout changement. Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 5 janvier 2022, à l'âge de 67 ans seulement, est décédée Mme Francine Valois, fille de feu Roger Valois et de feu Pierrette Baudouin, conjointe de feu Fernand Gélignat et demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son frère, sa sœur, Francis et Martine Valois, son neveu et ses nièces, Patrick et Kimberly Valois, ainsi que Laurie Deschênes. Et naturellement, les membres de la famille Gélina, entre autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, le tout sera remis à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 5 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Michèle Lajoie, épouse de feu Éric Fafard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils Hugues Fafard et Stéphane Fafard, ainsi que leurs conjoints, ses petits-enfants Pierre-Hugues Fafard, Marc-Alain Fafard et Yannick Fafard, ainsi que leurs conjoints. Scott Poitras, ses arrière-petits-enfants Maïka, Naomi, Béatrice, Livia et Alicia, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Aussi, Monique, Yvon, Gaétane, Jean-Marc, François Lajoie, ainsi que leurs conjoints et conjointes, Manon Auger, on va le dire, Roland Fafard et Rolande Fafard et leurs conjoints et conjointes, Ginette et Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé de reporter les cérémonies à une date ultérieure. Alors, c'est un petit peu pour tout le monde ces temps-ci, n'est-ce pas? Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 5 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Gisèle Bissonnette, demeurant à Berthierville et native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dany et Isabelle Fontaine, Patricia Trudel, leur père Robert Fontaine, ses petits-enfants, Philippe Emmanuel Fontaine-Grattarola,
Kelly-Anne Mémo-Mouchard, Claude Marjorie et Myriane Fontaine, ainsi que leurs conjoints et conjointes, Laurier Fontaine-Lacourcière, Jeannie Côté, ses frères et sœurs et sa belle-sœur, Ronald et Denis Bissonnette, ainsi que Lise Bissonnette et leurs conjoints respectifs, et naturellement plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille tient à remercier l'ensemble du personnel de la Villa Berthier pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur mère. Naturellement, comme on dit toujours, en raison des mesures sanitaires actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Alors, c'est comme ça, on n'y peut rien. On continue avec subitement à son domicile de Saint-Norbert. Le 6 janvier 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Marcel Dauphin, époux de Chantal Dumontier, demeurant à Saint-Norbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Eugénie et Lucia Dauphin, Maxime Allenbright, son petit-fils Marcus Dauphin, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Lucia, Michel et Claude Dauphin, Guy et Richard Dauphin et les conjoints et les conjointes respectives, ainsi que Jeanne Bernier. Il y a aussi Hélène, Richard et Isabelle Dumontier et leurs conjoints et conjointes aussi, et les neveux, les nièces et les autres parents et amis. Comme tous les autres, en raison des mesures sanitaires actuelles, une liturgie aura lieu en toute intimité avec la famille le samedi 29 janvier 2022 au complexe funéraire F. Thériault Incorporé. Une autre cérémonie aura lieu à une date ultérieure en présence de la famille et des amis. Veuillez consulter le site Internet pour tout autre changement. C'est tout pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mardi, le 11 janvier, c'est pas beaucoup plus chaud. Après-midi, c'est ensoleillé, d'accord, mais on est encore à moins 21. Et heureusement qu'il y a du soleil, ça réchauffe un peu, mais ce soir, des averses de neige isolées, ça descend à moins 23. Et cette nuit, bien, il va y avoir une faible neige. On reste à moins 23. Et c'est un ressenti de moins 29 quand même. Ayez pitié, sortez pas vos petits animaux dehors cette nuit. Bonne nuit quand même. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.